Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Bathior, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir, doublé d'un grand honneur, de vous recevoir à Radio J. Je crois que ça fait quelques années que vous n'étiez pas venu sur notre station. C'est inutile de vous présenter auprès de nos auditrices, de nos auditeurs, mais je vais le faire quand même. Je suis là dans mon rôle de monsieur loyal, que voulez-vous? Vous êtes historienne, vous êtes écrivaine britannique, d'origine égyptienne naturellement. Votre nom signifie fille du Nil, c'est un nom hébraïque de plume que vous vous êtes choisi. Et à l'état civil, vous vous appelez Gisèle Orebi Littmann. Nous y reviendrons bien sûr dans quelques instants. L'occasion nous est donnée par votre éditeur, que je salue également, notre cher ami Olivier Véron, qui édite vos livres depuis de nombreuses années, avec ce nouveau Razal donc, qui paraît aux éditions Les Provinciales, et qui est le 3e tome, au fond, de votre saga consacrée aux Juifs orientaux, les fameux Misrarim. On y viendra dans un instant, Gisèle Littmann. Alors j'avais envie de vous demander, comme vous venez de revenir de Suisse, où vous habitez maintenant, question d'ordre général. Cette semaine-là qui s'achève, vous sentez comment le climat en France? Quelles sont les ondes que vous avez perçues dans la société française, que vous avez retrouvées? Bon, j'aime beaucoup toujours revenir à Paris. C'est une ville magnifique. Être en France, on se sent vraiment au centre de la culture et d'une vieille culture. Là, cette semaine, vous vous êtes senti, vous avez passé la semaine à Paris, vous vous êtes senti au centre de la culture? Pas vraiment, non. J'ai senti surtout que les rues étaient vides, qu'il y avait vraiment, on sentait vraiment la récession dans les magasins. C'était plutôt tristouné. C'était pas du tout l'atmosphère habituelle. Alors tristounet, c'est la crise française, vous en dites pas plus, vous êtes prudente sur votre radioscopie de la crise française, mais est-ce que vous avez l'impression que par exemple par rapport à il y a 5 ans, vous étiez venu je crois à Paris début 2018, la situation s'est tendue, s'est obscurcie, s'est assombrie, le climat s'est assombri, ou pas plus que ça, Bathior? Oui, non, c'est très différent de la dernière fois quand j'étais venue à Paris. Oui, il y avait beaucoup de monde, les gens étaient gais. Maintenant, ce sont des visages tristes que l'on croise. Alors, on va venir évidemment au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, cette mémoire du judaïsme oriental, si chère bien sûr au cœur de nombre de nos auditrices, de nombre de nos auditeurs. Olivier le sait bien, depuis de nombreuses années bien sûr, et à Radio J, il y a plusieurs émissions qui explorent d'ailleurs les cultures, les folklores du judaïsme oriental, des émissions bien sûr relatives à la langue ladino, bien sûr, mais d'autres aussi sur le plan historique. Et évidemment, de ce point de vue-là, votre œuvre en globalité, les études que vous avez consacrées sur un plan, disons, essayistique à l'histoire des Juifs égyptiens, mais aussi effectivement cette saga romanesque, on va dire largement autobiographique, ou en tout cas emprunté à votre autobiographie familiale, éclaire un pan entier de ces judaïsmes et de cette culture aujourd'hui en grande partie engloutie, entre guillemets, mais qui n'est pas engloutie dans les mémoires des familles. Mais encore un mot peut-être alors de politique ou de géopolitique. En préparant cette émission, ce que je fais quand j'ai un peu de temps, mais j'essaye de préparer quand même sérieusement, je suis retombé sur une tribune que vous aviez publiée au tout début de la guerre actuelle qui occupe quand même l'attention d'une grande partie de la planète entre la Russie et l'Ukraine. Et dans cette tribune, qu'ont relayé d'ailleurs nos confrères de tribunes juives, vous notiez donc, et j'aimerais avoir une explication sur ce sujet, que les boursouflures de l'Union européenne étendent, je vous cite, Bathior, leurs tentacules empoisonnés bien au-delà de ses frontières, dans des pays où ces ONG humanitaires financées en milliards par les contribuables européens fomentent la destruction des gouvernements en place par le soutien armé à des mouvements insurrectionnels, souvent appelés résistants. Alors c'est la lecture que vous faites de ce conflit entre une démocratie, avec les défauts qui sont les siens, comme l'Ukraine de Zelensky, et une démocrature, la Russie de Vladimir Poutine? Oui, j'ai toujours été assez critique de la politique de l'Union européenne, vis-à-vis non seulement de l'Ukraine, mais vis-à-vis d'Israël. C'est tout de même l'Union européenne qui impose le concept de peuple palestinien qui n'existait pas, en 1967, après la guerre de 67, qui a été imposé par l'Union européenne à pratiquement la planète.
souhaite, mais aussi, bien sûr, pas seulement l'Union européenne, mais l'ensemble des pays de l'OCI, c'est-à-dire l'Organisation de la Conférence islamique, qui rassemble 57 pays. Et c'est je critique également la politique, dans cette phrase, je critique la politique de l'Union européenne dans ce qu'on appelle les territoires palestiniens, qui sont la Judée et la Samarie, et dont l'Union européenne a imposé un changement de nom tout à fait arbitraire. C'est comme si l'on décidait que la Bretagne ne s'appelle plus Bretagne et qu'on imposait un autre nom que la Bretagne. Alors donc, c'est une politique, pour moi, je vois l'origine de la politique européenne dans la conception de Walter Hallstein, qui était un nazi et qui avait déjà défini une Europe sans frontières et Judenrein et dirigée par le Troisième Reich et appuyée sur le monde musulman. Alors on pourrait vous répondre, pour rester, disons, sur l'exemple que nous prenions comme point de départ de notre discussion, on pourrait vous répondre, Batior, que dans le cas de la confrontation armée aujourd'hui, assez paroxystique d'ailleurs, entre l'Ukraine et la Russie, il y a, si vous voulez, des sentiments d'empathie pour les Juifs absolument indéniables aussi du côté du protagoniste, du belligérant ukrainien. D'ailleurs, une des preuves de cela, c'est que le président de l'Ukraine est lui-même un Juif revendiqué. Bon, écoutez, il y a juif et juif. Il y avait aussi Bruno Kreisky qui a reconnu l'OLP et Arafat, c'est lui qui a donné à Arafat une position proéminente et une certaine honorabilité alors qu'il était le chef d'une organisation terroriste. Mais je ne connais pas Zelensky. Je ne connais pas, je ne suis pas une spécialiste de la guerre en Ukraine. Je regrette qu'il y ait une guerre en Europe. Je considère que cette guerre n'est pas la guerre de l'Europe, elle est peut-être la guerre de Biden, du Parti démocrate wokiste des États-Unis, et qui n'a pas compris que la Russie actuelle, surtout après la chute du mur de Berlin, aurait pu être une alliée de l'Europe. Et on aurait pu sortir de cette dépendance économique de la dimitude qui a fait tant de mal à l'Europe. On aurait pu renoncer, ou du moins diminuer cette dépendance vis-à-vis des pays arabo-musulmans des Émirats, et utiliser aussi le gaz et le pétrole de la Russie. On aurait pu créer une alliance des deux Europes, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Ouest n'est pas parfaite, l'Europe de l'Est non plus. Avec tous nos défauts, mais aussi nos qualités, nous aurions pu nous entendre. Au lieu de cela, le Parti démocrate nous a imposé une guerre qui ruine l'Europe, qui cause énormément de morts et de malheurs de tous les côtés. Guerre à laquelle il va peut-être être mis fin quand même dans les mois qui viennent. Vous voyez bien que l'Amérique elle-même souhaite une solution négociée. On le sent monter. Je souhaite, mais je ne sais pas si vraiment nous allons avoir cette paix. Je le souhaite. Alors, nous sommes aujourd'hui évidemment pour parler de l'actualité, mais surtout pour parler de votre actualité. Votre actualité, donc, c'est ce livre, je le citais, et c'est aussi bien sûr la trilogie qu'Olivier Véron, qui est à nos côtés, que nous resaluons, on va lui donner la parole d'ailleurs dans un instant, publie aux éditions Les Provinciales, les excellentes éditions Les Provinciales, une des rares maisons d'édition réellement indépendantes dans le paysage aujourd'hui de l'édition française. Alors, on peut dire, pour résumer, il s'agit d'une trilogie qui court au fond sur presque 2 siècles. L'histoire, justement, de ces judaïsmes orientaux, vous m'avez corrigé quand j'ai dit égyptien, vous avez raison, c'est plus large que ça, c'est les Misrarim, en fait, c'est la culture Misrari, dont vous êtes aujourd'hui une des principales héritières dans l'histoire contemporaine, et l'on peut dire que ce 3e tome, c'est la tentative, pendant la période nassérienne, donc vous allez nous en redire un mot pour ceux qui l'auraient oublié, de ces juifs de reprendre pied dans une société qui leur est devenue largement hostile. Et on fera réagir d'ailleurs Olivier là-dessus dans un instant. Il a fait un communiqué de presse très
très approfondi, très philosophique, et il relie votre roman, ce troisième roman, à la thématique actuelle, aux résonances civiques nombreuses, de la dépossession civique. Il nous en dira un mot dans un instant. Donc, est-ce que vous avez quand même voulu montrer qu'il y avait, et vous en êtes d'ailleurs aussi biographiquement un témoin, puisque vous aviez l'âge de commencer à lutter, vous étiez une jeune femme de 23 ans, 24 ans, est-ce qu'il y a eu aussi une sorte de réveil, de sursaut vital du judaïsme face aux nouvelles persécutions dont il était l'objet dans cette Égypte ? Non, pas vraiment, mais je dois, permettez-moi de vous corriger. Je vous en prie. Je n'ai pas parlé seulement des Juifs, parce que Tout à fait. mon sujet, c'était la dimitude. Ah, mais on va y venir, absolument. Ah bon, comme non, je ne voulais pas le centrer que sur les Juifs, soyez sans crainte. Voilà, cette trilogie est en fait est une fresque historique, romanesque, de ce que j'ai écrit sur le plan historique, l'étude de la dimitude. Tout à fait. Et quand on écrit des livres d'histoire... Alors, on peut peut-être rappeler juste, pour nos auditeurs, oui. En quoi consiste exactement ce concept dont vous êtes, on va dire, non peut-être pas l'inventrice à 100%, mais en revanche, vous êtes celle qui l'avait fait connaître à un large public international, le concept de dimitude, donc qui est forgé sur le mot dimi. Est-ce qu'on peut dire est-ce que je résume correctement les choses, Batior, si je dis qu'il s'agit de tout un système de prescription sociale qui aboutissent à inférioriser un certain nombre de religions et de communautés en terre d'islam ? Oui, oui, c'est pas tellement infériorisé. Il faut le replacer à l'époque où ça a commencé, c'est-à-dire au 7e siècle. Et donc c'était des concepts tout à fait normaux de considérer que les vaincus d'une guerre étaient des peuples inférieurs. Et donc les populations vaincues par le djihad, qui étaient toujours des mécréantes, que ce soit des juifs ou des chrétiens, des bouddhistes ou des hindouistes, avaient un statut inférieur. Et donc, c'est ce contexte-là que j'examine dans mes livres. Et ce qui est nouveau dans le travail que j'ai fait, c'est de les regrouper dans un contexte qui est plus ou moins le même au cours de l'histoire, parce qu'il est déterminé par les lois de la charia. Et donc, et les prescriptions du Coran, et cela n'a pas beaucoup changé. Donc, c'est presque le même contexte pour ces populations qu'on appelait minorités, mais qui étaient des peuples. Alors, vous avez raison de ne pas restreindre, bien sûr, l'approche de la notion de dimitude aujourd'hui ensemble à Radio J ce matin avec vous, cher Batior, et votre éditeur Olivier Véron. Vous avez raison de ne pas la restreindre simplement à la question de l'antisémitisme qui s'est déchaîné dans un certain nombre de ces pays contre les communautés juives locales. Vous avez absolument raison. Néanmoins, je reviens donc à ce troisième tome, Razal. Donc, il s'agit quand même de la mise en scène de ce moment très difficile de la vie juive égyptienne où, au fond, le nassérisme impose son idéologie, à la fois, on va dire, laïque, antisioniste et, évidemment, secrètement antisémite. Oui, c'est-à-dire que ce livre-là, le troisième livre, reprend l'histoire des deux premiers, tout à fait. mais qui parlait des Juifs et des chrétiens. Les deux premiers, c'est Moïse et Élie. Absolument, oui, voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, dans le troisième Ghazal, j'exprime le moment final du système de la dimitude qui impose à ses victimes soit la mort, soit l'exil. Et donc, c'est ce que je montre en même temps. Aussi, c'est un univers construit sur le mensonge, sur la négation du réel, Absolument. sur le déni de la vérité, sur un langage qui est complètement subverti par le mensonge. Alors on dirait aujourd'hui la post-vérité. C'est le triomphe, au fond, dans cet univers laïque, socialiste, laïque, du nassérisme. Non, il n'a jamais été laïque. Non, mais je sais bien. Mais voilà. il affichait des valeurs socialistes et laïques, disons, mais c'est le triomphe de ce
qu'on appellerait aujourd'hui, cher Batior, la post-vérité. Voilà, c'est ça, c'est le poste réel. Parce qu'on peut dire n'importe quoi, on n'est pas lié par la réalité. Donc on peut donner n'importe quel nom à n'importe quoi, et ce n'est pas important si ça correspond ou pas à ce que l'on voit. Alors dans Ghazal, donc le 3e tome de votre trilogie sur les Juifs orientaux, mais plus largement cette condition orientale en dimitude. Elle n'est pas tellement orientale, on peut la constater maintenant en Europe. Alors attendez, non mais justement, décomposons, n'allez pas trop vite. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout, les Juifs ont essayé de reprendre pied dans cette société nouvelle qui leur était imposée après l'indépendance de l'Égypte, Batior? Après l'indépendance, oui, bien sûr. Mais nous remontons en 1922. Oui, tout à fait. Ah bon? Ah oui, bon, d'accord. Alors, bien sûr, ils étaient très favorables à l'indépendance de l'Égypte. Ils ont milité dans différents partis, bien sûr. Ils ont accompagné cette Égypte libre et démocratique dans un premier temps. Bien sûr, oui. Voilà. Bien sûr. Il n'y avait pas... Bon, l'antisémitisme était différent aussi, il n'était pas aussi violent parce qu'il a été quand même, après, avec l'alliance du nazisme et du mouvement des frères musulmans, donc il y a eu une très forte poussée d'antisémitisme ou d'antijudaïsme dans les pays arabo-musulmans. Alors justement, il y a eu le développement de ce qu'on peut appeler l'islamo-nazisme. Alors absolument. Donc ça fait toujours l'objet, et c'est je crois, c'est un des motifs profonds, des griefs qui vous sont régulièrement, des accusations qui sont régulièrement portées contre vous, on va dire dans un certain nombre de médias bien pensants. Il me semble qu'effectivement, comme pour Boualem Sansal, dans Le village de l'Allemand, le fait d'insister sur les congruences, les rencontres historiques qui ont existé objectivement entre un certain nationalisme arabe, entre guillemets laïque, et la fascination pour le Troisième Reich, constitue encore un sujet parfaitement tabou dans la médiasphère française. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? Non, vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas la seule à le regretter, parce que ça fait partie de l'histoire, et je ne vois pas pourquoi, et ça explique beaucoup d'éléments aussi de l'histoire, et je ne vois pas pourquoi on devrait l'ignorer et l'occulter. Et d'ailleurs, tous les écrivains qui ont écrit à ce sujet, comme Jeffrey Herf par exemple, ou d'autres encore, regrette que ce sujet ne soit pas connu. Alors voilà, parce que d'ailleurs, quand on lit Jeffrey Herf, quand on vous lit sur ce sujet-là, il ne s'agit en aucun cas, ça je peux le dire en mon nom, il ne s'agit en aucun cas d'une extrapolation complotiste, comme on l'écrit ici ou là. Il ne s'agit en aucun cas de cela. Il s'agit d'une enquête historique précise sur un certain nombre de convergences historiques qui ont eu lieu réellement, qui ne sont pas une invention de cerveaux suractifs. Il suffit de penser au mufti de Jérusalem, par exemple. Bien sûr. Mais il suffit aussi de penser à d'autres figures qui, historiquement, dans l'Égypte que vous décrivez, pensons notamment d'ailleurs à Anwar el-Sadat, qui a fait ensuite un chemin absolument extraordinaire. Mais Anwar el-Sadat... Et Gamal Abdel Nasser, qui faisait partie de ces officiers de l'armée qui ont collaboré avec les nazis quand les nazis étaient très près de l'Égypte. Alors, vous, comme historienne, mais aussi, c'est vrai, comme héritière de cette culture, de cette espèce d'Atlantide multiculturelle de l'Égypte de jadis, comment vous expliquez ce phénomène? C'est-à-dire, qu'est-ce que certains Arabes, attention, il faut être précis, ont pu trouver de si séduisant au national-socialisme? Oh, écoutez, le national-socialisme a eu beaucoup de succès, et pas seulement, aussi le fascisme a eu beaucoup de succès dans les pays musulmans, et ceci dans les années 30. Et donc d'abord par la convergence avec l'antisionisme, et que les Arabes rejetaient totalement, parce que les musulmans rejetaient totalement le sionisme parce que c'était contraire à l'idéologie djihadiste. Et d'autre part,
aussi parce qu'il y avait une fascination de la force. Les peuples européens eux-mêmes ont soutenu le fascisme et le nazisme, et ceci particulièrement. Alors, il ne faut pas généraliser, hein, pas tous les peuples. Il y avait des débats. Les plus grands partis, parce que sinon... Il y avait des débats quand même, oui. Hein, on est bien d'accord. Hein, bon, oui, bien sûr, voilà, quand même, il y avait des débats. Et ensuite, vous aurez en France, aussi bien autour des radicaux socialistes, des socialistes comme Léon Blum, mais aussi, bien sûr, dans la droite nationale avec De Gaulle et ses amis, vous aurez quand même des forces de résistance à cette fascination dans la bourgeoisie. Il ne faut pas généraliser. Oui, mais je parle maintenant des années 30. Absolument. Et donc, à ce moment-là, il y avait quand même, c'était des mouvements de fond, le fascisme et le nazisme, en Europe même. Et puis, sinon, ils n'auraient pas remporté de telles victoires. Et bien sûr, il y avait des oppositions, mais elles étaient assez faibles, parce que aussi c'était dangereux de s'opposer à ces mouvements. Mais c'est les partis arabes et égyptiens, notamment le parti du nationalisme arabe et le parti du Moufti, étaient payés par les fascistes et les nazis. Alors, vous avez été prudente, Batior, et je ne veux pas vous faire prendre des risques inutiles. Mais vous ne m'avez pas tout à fait dit pourquoi, à vos yeux, c'est si difficile de parler des compromissions historiques de Nasser ou de Michel Aflaq avec les idéologies fascistes des années 30. Pourquoi ce discours est si difficilement tenable dans l'espace public français aujourd'hui ? Parce que cette histoire, comme l'histoire de la dimitude d'ailleurs, cette histoire a été totalement occultée en fonction d'une certaine idéologie qu'on a voulu promouvoir, qui serait, je ne vois pas d'ailleurs, qui serait la vision d'une alliance entre le monde musulman et le monde chrétien. Et afin de construire la paix. On lit ça d'ailleurs toujours dans tous les textes de l'Union européenne. Il faut tout faire pour promouvoir cette alliance et le multiculturalisme et les bonnes relations avec les peuples arabo-musulmans. C'est une vision à laquelle j'adhère, mais il ne faut pas lui sacrifier la vérité historique. Alors on reviendra justement, c'est passionnant, sur, on va dire, la nouvelle époque de l'histoire des sensibilités qui s'est ouverte, et d'ailleurs vous y consacriez dans l'autobiographie qu'Olivier a publiée en 2018, des chapitres importants. C'est-à-dire après 67, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de beaucoup de gens, de gauche notamment, après 67, c'est-à-dire cette fixation contre l'État d'Israël, contre l'idée israélienne. On y reviendra dans un instant. Si vous m'autorisez, cher Batior, ce matin sur Radio J, je fais réagir votre éditeur qui est avec nous. Il nous fait le plaisir d'être là. Il est monté de l'Isère d'ailleurs, puisqu'il habite l'Isère. Je ne travaille pas de secret, hein, Olivier. Donc vous avez parlé dans le communiqué de presse, qui est remarquable, du sentiment de dépossession qui relierait jusqu'à un certain point les protagonistes juifs que décrit Batior dans son nouveau roman, vient de l'évoquer, Ghazal, et ce sentiment de dépossession qui assaille tant de Français selon vous aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, je me suis cru autorisé à utiliser Vous avez eu raison, hein, ce terme-là, parce que de grands journaux comme Le Figaro ont fait état du dernier livre d'un chercheur tout à fait estimé, Christophe Guilluy, dont le livre s'appelle Les Dépossédés. Les Dépossédés, oui. Et je pense qu'il a compris que il y avait une conjonction entre un sentiment de dépossession économique, c'est-à-dire une vie de plus en plus difficile des Français ou des Européens en général, mais particulièrement des Français, qui est lié à ce qu'on appelle la désindustrialisation et qui s'est manifestée notamment au moment des Gilets jaunes, qui était une espèce de répétition par rapport à la souffrance que vivent les gens maintenant dans l'incertitude liée à la géopolitique européenne. Mais aussi, il a lié ça avec le sentiment de dépossession culturelle. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'effectivement, la vie d'un pays est vaste et compliquée et c'est là où on peut faire des parallèles qui sont présents dans l'esprit de Batior, mais qui peuvent l'être en nous lorsque nous la lisons, entre la situation qu'a connue la communauté juive d'Égypte ou la plupart des communautés orientales au XXe siècle, alors qu'elles étaient implantées sur place depuis la plupart du temps bien avant le monde arabo-musulman, puisque chacun sait que il y avait des juifs en Égypte depuis des siècles avant la conquête islamique. Eh bien, et donc, c'est un monde qui s'est écroulé. Cette société multiculturelle a échoué et en réalité, avec des mélanges d'idées révolutionnaires et de contextes guerriers anti-israéliens, mais pas seulement, les Juifs ont
totalement disparu d'Égypte. C'est un peu un sentiment qu'on peut retrouver, bien qu'effectivement la situation ne soit pas si tragique, mais c'est justement pour ça qu'il faut s'intéresser à ces idées, à l'histoire, pour essayer de ne pas la répéter. Et faire jouer les analogies. Merci beaucoup, cher Olivier Véron. Alors, le temps nous est compté, je suis désolé. Les programmes radiophoniques vous imposent que vous reveniez, chère Gisèle, cher Batior. Alors, on est ensemble, donc ce matin, on évoque donc Ghazal, votre nouveau livre, 3e tome d'une trilogie. On a bien compris que c'était vraiment l'histoire sur la longue durée, cher à Fernand Braudel, de cette Égypte multiculturelle et plus largement de ces Misrarim qui excèdent la seule Égypte. Dernière question. On est depuis 2 ans et demi, vous le savez mieux que quiconque, Batior, engagé dans un processus politique international qu'on appelle les accords d'Abraham. Est-ce que ceci, jusqu'à un certain point, ne montre pas qu'il ne faut surtout pas essentialiser le monde arabe comme étant, j'allais dire, par essence incliné vers l'antisionisme ou vers l'antisémitisme? Bien sûr, vous savez, dans mes romans, je montre bien qu'il y a des personnages très positifs, arabes, musulmans, et on ne peut pas essentialiser, on ne peut pas attribuer, avoir des préjugés quand on examine les êtres humains sur la longue durée. Et demain, si le régime saoudien, par exemple, si le régime saoudien tendait officiellement la main à Israël, vous, cher Batior, avec les combats qui sont les vôtres depuis si longtemps, qu'est-ce que vous vous diriez intimement? Pas mieux. Je trouverais intimement, qu'est-ce que vous vous diriez? Je dirais que c'est fantastique. Je n'ai jamais désespéré des êtres humains. J'ai parlé avec beaucoup d'Égyptiens, avec beaucoup de musulmans, quels qu'ils soient, et donc je considère que on est plutôt prisonnier de mouvements politiques. C'est ce que je décris dans mes livres, les idéologies, les mouvements politiques. Chacun en est prisonnier, et même mes personnages musulmans sont des personnages tragiques parce qu'ils essayent de lutter contre ces forces dramatiques qui les entraînent vers la haine et la guerre. C'est les joies du direct, on me fait des signes désespérés en cabine, il faut qu'on s'arrête, je suis désolé, vraiment désolé. Cher Batior, donc c'était Ghazal, on l'a largement évoqué, mais on peut évoquer aussi Élie et Moïse, votre autobiographie politique qui était passionnante. J'avais écrit un long papier dans une autre vie en 2018. Tout ça aux éditions Les Provinciales. Les Provinciales, c'est un des éditeurs qui aujourd'hui fait un vrai travail de combat idéologique. C'est formidable. On vous souhaite un excellent Shabbat à tous les deux. Shabbat Shalom, Shabbat Yor, Shabbat Shalom chez Olivier Véron. Shabbat Shalom. Merci beaucoup.